Bonsoir tout le monde. Très heureux de vous retrouver pour continuer ensemble à penser le présent. Voilà ce qui nous arrive en confinement et au travail. euh, du côté de la culture, hein, si on veut bien, c'est la part qui intéresse l'anthropologie. Voilà, je voudrais attirer votre attention sur une petite manière de penser qui s'est déployée ces derniers jours à travers les médias bourgeois, les médias publics, les réseaux sociaux, et qui consiste à parler du monde d'après, et du monde de demain, et du monde d'avant. Voilà. Avant, après, avant, après, avant, après. Ça n'a pas de soi du tout, hein. La preuve en est qu'avant, on pensait assez peu comme ça, et c'est pas innocent. C'est pas innocent du tout, et ça s'inscrit dans un contexte culturel qu'il s'agit de décrire. Quand je dis c'est pas évident, c'est que effectivement il y a un événement. Il y a un événement, mais ce qu'on voit à l'œuvre, notamment dans les mesures qui sont proposées pour l'après-coronavirus, si elle tentait qu'il y ait un après, en tout cas pour la suite des événements, ce sont des continuités. Continuité de contestation, continuité des dominations, continuité des rapports de force. Il n'y a que des continuités. Et on essaye de penser une discontinuité. Et voilà, moi ça m'intéresse, ça éveille mon attention, ça éveille ma vigilance, et je vais vous inviter avec moi à interroger cet avant-après. Bon, par ailleurs, ça fait un peu penser à oui, passage sur la tondeuse avant-après, où ça peut faire penser aussi à une espèce de vision d'apocalypse à venir, où il y a vraiment une espèce de rupture, quoi. La fin des temps, le jugement dernier, et après, ou alors la vie après la mort, une espèce de vision très glauque. La vie avant, poum, on meurt, et puis la vie après la mort. Bon, je trouve que voilà, ça a tout de suite éveillé mon attention, et je voudrais commencer en vous livrant cette hypothèse, c'est que le pouvoir en France, et notamment ses représentants élus, ne sont pas capables de dire pourquoi la France est touchée par le coronavirus. Ils sont à peine capables de nous dire comment, et encore avec des zigzags destinés à éviter les questions brûlantes de leur responsabilité personnelle et pour ainsi dire pénale, mais ils sont totalement incapables de nous dire pourquoi. C'est-à-dire dans quel but. Notez bien la nuance. Alors, en russe, c'est plus facile parce qu'il y a deux pourquoi. On dit почему ou зачем. Зачем, c'est vraiment dans quel but, hein. C'est un pourquoi qui signifie dans quel but. Donc voilà, il y a à la fois ce que le pouvoir souhaite plus ou moins qu'on comprenne, ce qui relève de son incurie, ce qui relève de sa communication, et puis ce que le pouvoir ne comprend pas lui-même et ne cherche pas à faire comprendre parce que cela semble dépasser ses attributs tels qu'ils se définissent actuellement. Ils ne savent pas nous dire pourquoi, selon quelle intention, ce que nous veut ce virus. Que signifie pour nous cette épidémie? Notamment parce qu'ils ne disposent pas, et c'est vraiment le point de départ de ma réflexion, le pouvoir aujourd'hui et l'État en particulier ne disposent pas de théorie de l'histoire. Et ce en deux sens. Le premier sens, évidemment, c'est celui le plus théorique, hein. Ils ne disposent pas d'une théorie de l'histoire capable, comme par exemple l'est le matérialisme historique, de situer ce qui se passe, l'évolution des rapports de classe, l'évolution des rapports de production, l'organisation du travail, dans une histoire qui irait vers un avenir connu, un but, quelque chose d'organisé, bon. Et puis par ailleurs, il ne dispose pas, comme d'autres pouvoirs dans des sociétés traditionnelles, d'une habilitation à nous raconter des histoires. L'histoire, par exemple, du pays, de son enracinement, de son destin, de ce qui donnerait à la succession des événements une signification, de ce qui permettrait de faire du quotidien une succession signifiante d'événements. Bref, ce pouvoir est amputé d'un domaine traditionnel du pouvoir qui consiste à pouvoir mettre en récit l'aventure collective et à l'inscrire dans le temps, dans des temps. Un temps fondateur, par exemple, le temps de l'alliance première avec les dieux ou avec les éléments primordiaux ou la fondation de la République, un temps présent, signifiant, parce que situé par rapport à ce passé, et un temps futur, bien, qui serait l'idéal qu'en commun nous devons tous atteindre. Bien. Donc voilà, ma réflexion part de ça. Il y a cette espèce de manière de penser avant-après qui se déploie partout. Or, on a un pouvoir qui, justement, par rapport à ce problème de l'avant et de l'après, sort du bois, quoi, parce qu'il ne dispose pas de théorie de l'histoire, il n'est pas habilité à nous raconter des histoires, et
il vient mettre en histoire une séquence autour de l'avant-après coronavirus de manière très maladroite et pas du tout innocente. Bien. Cet état de fait, cette absence de capacité à s'inscrire dans l'histoire et à disposer d'une théorie de l'histoire, mène à trois phénomènes. Trois phénomènes qui sont observables aujourd'hui, c'est les trois choses que je vais aborder dans cette vidéo, qui pourraient paraître indépendants les uns des autres si on ne les rattachait pas à cette cause commune. Ces trois phénomènes sont les suivants. D'une part, la production et l'adoption, c'est le point le plus important, la production et l'adoption massive de théories intentionnalistes. Je dis théorie intentionnaliste pour ne pas dire théorie du complot. De théories intentionnalistes qui vont chercher et identifier des coupables qui auraient voulu l'épidémie pour en tirer profit. Des théories qu'on pourrait appeler complotistes, mais c'est surtout leur adoption. Et ces théories surgissent parce que les événements n'ont pas de sens. Si les événements n'ont pas de sens, alors on va chercher à leur trouver un sens, et j'expliquerai ce phénomène dans un instant. Et la meilleure manière de trouver un sens, c'est de leur prêter des intentions. Donc les phénomènes répondent à des intentions, évidemment cachées, mais qui permettent d'un seul coup de comprendre leur déploiement. Ce qui paraît absurde, ce qui paraît un non-sens, tout ce qui dans nos actions paraît un non-sens, prend d'un seul coup une cohérence grâce à la notion d'intention. Donc voilà, premier point, des théories intentionnalistes. Deuxième phénomène qui se déploie, ce discours étonnant sur le monde d'avant et d'après que je vais traiter comme tel. Hein, comme s'il n'y avait pas de continuité, comme si on devait réellement marquer une césure entre ce qui se passait avant, 1, l'épidémie 2, et ce qui se passera après 3. Enfin, le dernier phénomène qu'on observe matériellement à travers le confinement, c'est ce que je vais appeler une guerre à la culture. Une guerre à la culture qui est menée tout azimut, tout ce qui fait culture, et aussi bien les choses qui viennent tout de suite à l'esprit, hein. Fermeture des cinémas, des théâtres, des concerts, des festivals, vraiment la guerre à la culture quand on l'éteint, mais aussi et surtout en fait le lieu de jeunesse de la culture, c'est-à-dire la fréquentation, le lieu de la fréquentation, là où les solidarités, là où elles se travaillent, là où elles sont locales, là où elles font culte, là où elles s'enracinent dans un sol. Voilà, littéralement, il existe aujourd'hui, on pourrait dire quelque chose comme une agression de la culture et de la capacité à faire culture, et qui est menée par plutôt une tentative de réduire la vie à une procédure d'ingénierie sociale. Bien, voilà, donc trois champs de conséquences d'un même fait qui est l'absence de capacité du pouvoir aujourd'hui à produire une théorie de l'histoire, et à situer le présent dans cette histoire, et ainsi à lui donner un sens. Bien. Avant d'explorer ces trois phénomènes, revenons sur cet étrange attribut du pouvoir qui consiste à tenir un discours sur le temps, sur l'histoire, sur le sens de l'histoire. C'est à relier avec, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez forcément été introduit à Valandier, c'est le domaine de la sacralité, c'est-à-dire que le pouvoir voulant revendiquer pour lui-même d'être plus qu'un simple état des rapports de force à un instant T, va dire, voilà, de tout temps mon règne a été légitime, depuis le temps primordial de mon alliance avec Dieu, de mon alliance avec telle et telle partie de la société, nous sommes légitimes. Les temps ont commencé au moment où nous avons fondé notre ordre des choses humaines sur un ordre supérieur. Un ordre humaniste, un ordre divin, un ordre transcendant. Bien. Alors, cette mise en scène de l'alliance dans les temps immémoriaux, ou l'alliance entre des entités fondatrices dans des temps primordiaux, est accompagnée d'une capacité à rapporter le présent à ce temps primordial, et par ailleurs à projeter le présent dans un avenir commun souhaitable. Bien. Alors ça, vous le trouverez dans des milliers de sociétés traditionnelles. Alors, en ce qui concerne le Covid-19, dans une société traditionnelle, d'ailleurs certaines réagissent un peu comme ça, aujourd'hui encore, il s'agirait d'identifier dans l'épidémie un châtiment divin, ou la réalisation d'une prophétie, ou l'arrivée d'une nouvelle population, ou de voir... oh là là, pardonnez-moi, je m'embrouille. Donc voilà, tout simplement, identifier un châtiment divin, la réalisation d'une prophétie. Mais on a connu ça, hein. Par exemple, c'est... je sais pas moi, les Incas qui ont pu interpréter
l'arrivée des hommes blancs comme la réalisation d'une prophétie, ou ça peut être, je sais pas moi, nos glorieux ancêtres colons, colonisateurs, qui interprétaient leur mouvement dans l'histoire comme un acte de civilisation dans le cadre d'un processus de progrès. Donc vous voyez, c'est vraiment disposer d'une théorie de l'histoire et être capable d'interpréter le présent en fonction de cela. Bon, ben, c'est un ressort qui n'existe pas aujourd'hui. On ne sait pas interpréter historiquement le Covid-19 et le placer dans notre histoire. La seule chose qu'on est capable de dire, c'est en quelque sorte un aperçu du temps des crises qui viendra d'un point de vue collapsologique ou d'un point de vue catastrophiste. Bien. Alors, on commence notre vue de la semaine, l'apparition des théories intentionnalistes par rapport à cette thématique avant-après. Alors, premier élément, il y a une vraie continuité. Les théories complotistes qui sont ressorties ces derniers temps et qui attribuent des intentions aux événements sont en pleine continuité avec celles qui étaient formulées avant. Elles sont à peine renouvelées, c'est les mêmes. Bon, mais enfin, néanmoins, elles ont eu le mérite de me faire rire, j'en ai recensé un certain nombre. Donc, en gros, le coronavirus, ce serait dû aux acteurs du déploiement de la 5G. C'est un complot juif qui profite aux banques, c'est un complot chinois pour emporter le leadership mondial, c'est un complot américain pour conserver le leadership mondial, c'est un complot des démocrates contre Trump, c'est un complot des Russes contre Trump et les Chinois, c'est un complot de Bill Gates pour un but que j'ai pas bien compris, mais probablement pour vendre plus de technologies de surveillance. On pourrait dire d'ailleurs que finalement on manque d'inventivité, puisqu'on aurait pu imaginer d'autres théories. Moi je propose le coronavirus, c'est un complot du Stade français, un club de rugby, pour ne pas descendre en deuxième division. Je propose aussi que c'est un complot des Russes pour forcer les Saoudiens à baisser le prix du pétrole afin de nuire à l'industrie pétrolière américaine. Vous voyez le coup de billard à trois bandes. On m'a dit, je sais de sources sûres, que c'est un complot de Décathlon pour vendre plus de masques de plongée. Enfin, on m'a dit que c'est un complot de M. Macron pour s'humilier lui-même, parce qu'il adore ça. Mais ça, je ne veux pas y croire. Bien. Donc vous voyez, en tout cas, bon, les 5G, les Chinois, les Américains, les Russes, les Juifs, la banque, etc., c'est vraiment des thématiques, il manque que les Illuminati et les reptiliens. Mais c'est vraiment, on est en pleine continuité, quoi. Et ce faisant, on est capable de trouver une intention. Alors c'est intéressant, parce que moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas du tout les gens qui émettent ces théories-là. Je suis même pas sûr que ce soit des gens qui les émettent. Il me semble plutôt que c'est une attente prodigieuse de ces théories-là qui finit par constituer ces théories en faits sociaux, c'est-à-dire en manière de penser, de sentir externe à l'individu et qui s'impose à lui. Et qui relève moins de l'explication du monde que du fait de le comprendre, de le rendre audible, de le rendre compréhensible. Bien. Ce qui fait que les gens ne sont pas sûrs d'avoir l'explication, de savoir la vérité, mais ils ont une appréhension plus compréhensible du monde, les gens qui adhèrent à ces théories-là. Donc je ne cherche pas du tout à me moquer, mais à comprendre à quoi correspond la production de ces théories. Pourquoi est-ce qu'on veut rapporter les faits qu'on observe à des intentions? Alors c'est un vieux débat en philo. Euh, éviter l'interprétation des faits selon les intentions. Euh, alors c'est l'appendice du livre 1 de l'éthique de Spinoza qui nous dit par exemple, voilà, il y a une tuile qui tombe sur la tête d'un monsieur, deux possibilités de l'expliquer, la volonté divine. Donc Dieu a fait souffler un vent qui a décellé la brique qui est tombée sur la tête du monsieur. Donc là, une explication intentionnaliste et qui se définit par rapport à une fin, tuer le monsieur. Euh, et puis, il y aura une autre explication, beaucoup plus difficile, qui consiste à voilà, chercher à travers des causes hasardeuses et circonstancielles, euh, et grâce à une avalanche de théories physiques et météorologiques, etc., comment est-ce que une brique a pu se déceler du fait d'un coup de vent causé par une dépression dans telle zone, etc., causant la mort totalement accidentelle, inexplicable et donc injustifiable du monsieur qui reçoit la tuile sur la tête. Bon, alors, ce vieux débat, en gros, c'est quasiment le même qu'on retrouve dans les débats entre des gens qui défendent des thèses dites complotistes et des gens qui défendent une approche plus scientifique du réel. C'est que d'un côté, on a l'immense ambition de mener l'aventure de la démonstration réfutable, et donc, en ce sens,
solide. Et puis de l'autre côté, on a une séduction d'être capable de produire une théorie indémontrable et donc irréfutable. Voilà. Alors, les théories intentionnalistes sont bricolées, ce sont en quelque sorte des parasciences, elles sont formulées par des experts qui s'autoproclament experts, mais elles sont massivement adoptées, et en ce sens, de mon point de vue, elles deviennent un objet parfaitement légitime pour la sociologie, puisque ce sont des faits sociaux, ce sont des manières de penser. Ce qui m'intéresse, c'est moins de valider ou d'invalider ce qu'elles disent, que de les observer en tant que manière de penser. Bon, on peut observer que la science ne donne pas de réponse à ces questions. Elle ne porte pas de théorie de l'histoire qui lui permette de dire pourquoi les épidémies arrivent. Elles peuvent décrire comment. Elles peuvent dire que l'intensification des relations économiques et techniques entre des agents économiques et techniques, la destruction des écosystèmes qui nous rapprochent de plus en plus d'animaux sauvages auxquels nous n'étions pas habitués, etc., peuvent fournir les conditions d'explosion d'une épidémie. Mais ils ne peuvent absolument pas nous dire pourquoi, quel sens ça peut avoir. Elles peuvent donner une description objective du phénomène, mais pas prononcer une intention et pas nous aider à expliquer ce qui nous arrive, à le rapporter à quelque chose que chacun puisse comprendre, à le situer dans l'histoire et à le situer dans une intention. Ils peuvent nous dire comment, mais pas dans quel but. Dans quel but, ça n'a aucun sens pour la science, puisqu'elle ne peut pas présupposer une intention de la nature. Bon. Alors, le personnel politique officiel ne porte pas de récit clair de la chaîne des responsabilités qui mène mécaniquement à la situation d'épidémie, au nom d'une forme bizarre d'unité nationale, et puis par ailleurs, le personnel politique n'a pas cette capacité non plus à faire parler l'histoire, c'est-à-dire à aborder cette troublante question du dans quel but, dans quelle intention. Voilà. Comment est-ce qu'on a pu vouloir une chose pareille? Bien. Et enfin, on a une situation très désagréable, qui est qu'on a un champ médiatique dominant, donc disons la presse bourgeoise, pourra-t-on dire, celle qui appartient à des grands bourgeois, se mêle de morale parascientifique. Par exemple, prenez Le Monde et France Info. Ils se feront le chantre de la rigueur scientifique et journalistique, tout en prenant des partis pris idéologiques nettement favorables au pouvoir en place, notamment en ne travaillant pas sur les responsabilités des uns et des autres, avec cette doctrine très paternaliste affirmant protéger le peuple des nouvelles anxiogènes, ou voilà, préservant l'unité nationale, etc. Donc, en gros, le sens commun se retrouve face à trois paroles autorisées, mettons, la science, les politiques et les médias, qui ne répondent pas à sa question. Qui ne répondent pas à sa question qui est pourquoi ça nous arrive. Et par ailleurs, il y a encore deux trous dans la raquette, c'est-à-dire que non seulement on ne nous dit pas réellement toutes les causes, etc., on ne rentre pas dans une explication ferme et définitive sur les causes matérielles qui ont amené à l'épidémie, mais encore, on ne répond absolument pas à l'intention du phénomène. Voilà, à l'intention du phénomène. Et enfin, et c'est vraiment ce qui est fondamental, on ne donne pas de sens à ce qui nous arrive, non pas dans l'intention de ce qui nous fait du mal, mais dans ce que nous pourrions en faire dans le cadre de notre histoire. Où est-ce que ça se situe et où est-ce que ça va nous emmener? Bien. Alors, je vous donne un exemple de l'appel d'air créé par, on pourrait dire, les lacunes de ces trois discours ou leur incapacité à avancer une théorie de l'histoire. Alors, on a un phénomène qui est existant, en continuité. Le Covid arrive et ça apporte une réponse. Alors, exemple. Le capitalisme produit en masse des morts évitables. Mort de faim, mort de la pollution, mort de misère, inégalité d'espérance de vie face à la mort. Le virus vient renforcer toutes ces tendances. Bon. Pouf, on fait le lien, naturellement. Il est là pour renforcer les tendances déjà existantes. Et donc on va regarder qui a intérêt aux logiques déjà existantes et attribuer à ces profiteurs le profit de la maladie. C'est aussi simple que ça, c'est une opération logique élémentaire. Bien, deuxième exemple. Les EHPAD sont des mouroirs maltraitants. Le virus vient les vider. Pouf, on fait le lien. Logique, élémentaire.
on a une situation qui n'a pas de sens, qui vient être purgée par un facteur externe, eh bien le facteur externe était là pour vider la situation première. Dans le fond, les théories du complot, les théories intentionnalistes, ressemblent beaucoup à des théories magiques qui semblent parfaitement légitimes dans une société traditionnelle telle que nous nous la figurons, ou telle qu'on a pu l'observer. Mais même beaucoup plus proche de nous, pour ceux qui connaissent les dessins animés de Miyazaki, c'est des dessins animés qui en sont truffés. Prenez par exemple Nausicaa. Dans Nausicaa, il existe une prophétie, et quand les événements se succèdent, on a l'impression que c'est la prophétie qui se réalise. Et de la même manière, quand on voit des insectes produire des destructions, ou, etc., des insectes géants, quand on voit la catastrophe s'abattre sur l'humanité, on a l'impression que c'est une intention, l'intention des insectes que de réaliser le châtiment, que de réaliser la protection de ce qu'ils ont construit, la foucaille, etc. Bon, donc dans un dessin animé, et dans un cadre qu'on s'imagine être proche de la mentalité traditionnelle, on peut tout à fait prêter à des événements qu'on ne comprend pas et qui ne parlent pas une intention. C'est extraordinairement rassurant. C'est ce que le présent ne fournit pas. Mais dans le fond, les théories complotistes ou les théories intentionnalistes, à mon sens, portent une vision du monde qui serait intéressante de faire parler. Prenez par exemple l'histoire du complot de la 5G, que les tours de 5G en fait produiraient le coronavirus. Donc il faut les détruire. C'est assez intéressant. Quelle est la théorie de soubassement qui permet son adoption rapide et pandémique, si on veut bien? C'est l'idée que la société est trop liquide, qu'il y a trop de flux de communication immaîtrisés, c'est que c'est déjà ça la folie, que ce mal s'est emparé de nous, que c'est déjà une forme d'écocide ou de meurtre du monde. Et, et par conséquent, quand la mort prend matérialité, alors il est tout à fait naturel de penser que le meurtrier, en toute continuité, est le même. Ce qui tuait l'environnement nous tue nous. Et en fait, ce qui était déjà en train de nous tuer symboliquement commence à nous tuer réellement. La mise en réseau, la mise en liquidité de toutes les sociétés, la liquidation de toutes les sociétés tue. Et donc là, on passe de la métaphore à la réalité. Mais c'est dans une pure continuité. Et c'est vraiment une perception du monde qui est à l'œuvre ici. Au-delà des accusations, c'est Huawei, hein, c'est vraiment une vision du monde qui permet l'adoption de la théorie complotiste. Et cette vision-là, elle a toute légitimité. C'est une perception du monde, c'est une interprétation du monde. Et personne n'a une meilleure interprétation du monde qu'une autre. Bien. Moi, ça me fait beaucoup penser à l'histoire de la religion orphique. Hein. Euh, dans laquelle voilà, bon, l'histoire est assez simple. Au commencement du temps, le monde a été dépecé. Le monde, c'était le corps de Dionysos, et les titans ont dépecé le corps de Dionysos. L'histoire, c'est un mouvement cyclique alternatif de contraction ou de dispersion du monde. Quand il y a beaucoup d'amour entre les morceaux, le monde devient comme un œuf très cohérent. Et quand il y a beaucoup de haine, l'œuf explose. Bon, donc là, voilà, c'est le cadre historique. Et les orphiques disent eux-mêmes qu'ils se situent. Ils sont un peu véganes. C'est des gens qui mangent que des graines. Euh, ils pensent que ce faisant, ils reconstruisent le corps de Dionysos. Et donc, ils sont dans un temps de l'histoire où il y a une espèce de diffraction. D'une certaine manière, la société a été liquidée. Il y a eu trop de liquide de haine qui a atomisé le monde. Et eux tentent, par leur mode de vie purificateur, de reconstruire le monde. Voilà. Euh, alors, on avance un peu. Dans le fond, les théories intentionnalistes, les théories complotistes, face à un vide de théorie de l'histoire, permettent d'éviter la position insupportable pour l'être humain, qui est la position épicurienne. Alors Épicure, c'est un philosophe qui refusait toute théorie, on pourrait dire idéaliste de l'histoire, qui avait une théorie matérialiste de l'histoire, et qui pensait que l'histoire était la succession des événements absurdes, irrationnels, irraisonnés, parce que voilà, le monde était perpétuellement désorganisé par un principe de désordre qu'on va appeler le clinamen. Donc c'est un principe de désordre, de déséquilibre dans les atomes. Et donc selon lui, voilà, l'histoire n'est qu'un agglomérat absurde, qu'une succession absurde d'événements accidentels. Bon, ça
n'est pas acceptable, c'est profondément, intimement, en tout cas pour les sortes d'humains que nous sommes aujourd'hui, c'est profondément inacceptable. Donc la théorie intentionnaliste va être adoptée parce qu'elle permet de mettre de l'ordre dans l'histoire, et ce désordre-là est causé par l'incapacité du pouvoir à produire une théorie de l'histoire et à situer l'événement dans l'histoire, à situer en quelque sorte la signification de l'événement. Et comme on n'a pas de signification de l'événement pour nous, alors on va chercher l'intention qui donne un sens à l'événement. Bien. Premier point. Deuxième point, littéralement, le discours étonnant sur le monde d'après, le monde d'avant. Comme s'il n'y avait pas de continuité. Bien. Comme si on devait réellement marquer une césure, comme je disais tout à l'heure. Alors personnellement, ça m'est venu à l'esprit en écoutant une très bonne vidéo d'Aurélien Barraud, que vous connaissez sûrement, qui est cet astrophysicien voilà, qui fait beaucoup de vulgarisation scientifique et de mobilisation à travers les réseaux sociaux. Et alors, bon, lui, il était très irrité parce qu'il disait mais comment pouvez-vous penser qu'on a envie de votre monde d'après s'il continue les mêmes conneries qu'avant? Avant la crise, chaque jour mouraient sur Terre du fait de la pollution et de la faim autant de personnes que sur la totalité de l'épidémie de coronavirus. On ne veut pas du monde d'avant, on ne veut pas que vous amplifiez tout le mal que vous faisiez dans le monde d'avant. S'adressant en gros au gouvernement et aux tenants d'une société suicidaire, capitaliste, libérale, aveugle, destructrice de la biosphère, etc. Bon, mais il proposait un autre monde d'après. Moi, je m'arrêtais, je me dis, mais pourquoi diable cet homme puissant et à la pédagogie excellente, à chaque fois qu'il parle, je comprends quelque chose, c'est très agréable. Pourquoi cet homme-là reprend pour lui-même le schéma principal qui est déjà fautif, monde d'avant et monde d'après, reconnaissant ainsi implicitement l'idée d'une discontinuité. Je trouve ça très particulier. Alors, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on décrit, non pas les discontinuités, mais les continuités? Comment est-ce qu'on les rend évidentes? Comment est-ce qu'on identifie le continuum? Moi, je vous propose les directions suivantes. Il n'y a aucune rupture de continuité. Pendant les crises du coronavirus, on pourrait dire que les inégalités sont dans l'accès aux soins, à la santé, dans les inégalités par rapport à la durée de vie, sont révélées à ceux qui les ignoraient, hein, elles sont dévoilées, elles sont mises sous la loupe, mais rien n'est nouveau. La crise de l'hôpital est dévoilée à ceux qui se payent le luxe extraordinaire de l'avoir ignorée jusque-là. Elle est mise sous la loupe, mais elle est simplement dévoilée, mise sous la loupe. Il n'y a aucune forme de nouveauté là-dedans. La crise de l'information est dévoilée, mise sous la loupe, mais elle était évidente pour tous ceux qui s'étaient donné la peine d'y prêter attention. L'incapacité de l'Union européenne actuelle à toute politique de solidarité est dévoilée, elle est mise sous la loupe, mais tout cela préexiste. Le fanatisme rendant totalement idiot et incompétent le personnel politique du gouvernement Macron et au-delà de la République En Marche et au-delà d'un vaste ensemble qui a gouverné depuis un certain temps apparaît plus violemment, plus cruellement. Mais il n'y a que de la continuité. Et par conséquent, s'il n'y a pas de discontinuité, s'il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après non plus. On est dans une pure ligne, un pur continuum. Or, avant de souhaiter une rupture, il faut analyser à qui profite la dialectique de l'avant-après. La dialectique de l'avant-après profite à tous ceux et à toutes celles qui ont intérêt à ce que l'on s'intéresse plus en mesure de rebond qu'aux causes et aux fautes qui ont précédé l'épidémie. N'est-ce pas ? Dire il y a un avant, il y a un après, concentrons-nous sur l'après, c'est évidemment favoriser ceux qui n'ont aucun intérêt à ce qu'on considère l'avant, les causes, les responsabilités. Hein, bon. Ça profite à qui? Ça profite à tous ceux et à toutes celles qui ont intérêt à ce que l'on s'intéresse plus au rebond qu'aux mesures qui ont été prises pendant l'épidémie. Ça permet d'effacer l'avant, mais ça permet d'effacer le pendant, toutes les erreurs qui ont été faites dans les commandes de masques, les informations qui n'ont pas été données, etc. etc. Évidemment, ça profite à tous ceux qui ont intérêt de masquer le continuum. Par exemple, tous ceux qui pourront dire « nous allons refonder l'alliance, nous allons refonder le régime, nous allons refonder l'alliance, regardez, il va y avoir une prodigieuse alliance entre des partenaires sociaux libéraux,
le grand patronat, la grande bourgeoisie, l'État technocrate et la société civile représentée par des comités théodules. Et grâce à ça, on va pouvoir faire en accéléré toutes les réformes auxquelles vous résistiez depuis si longtemps. Alors certaines seront impossibles, probablement qu'il n'y aura pas de réforme des retraites, mais littéralement, on va vous dire, bah tiens, vous allez pouvoir être beaucoup plus surveillé, travailler beaucoup plus, en n'étant pas payé plus, en repoussant le seuil des heures euh, sup. Euh, Excusez-moi, j'en ai un peu trop fait, donc je suis un petit peu dans les choux. Euh, donc voilà, avec cet avant-après, on se paye une vieille ruse. Le pouvoir se paye une vieille ruse, une très très vieille ruse. Celle que Ballandier nomme, n'est-ce pas, la meilleure ruse du pouvoir. Il ritualise sa contestation, mais là il va plus loin. Il ritualise son pseudo-retournement. C'est une tradition africaine d'ailleurs que Ballandier décrit, hein, le renversement, le pseudo-renversement du roi, l'élection d'un nouveau pseudo-roi qui va foutre un bazar pas possible dans la commune pendant que le gouvernement s'est mis à l'écart, et puis ensuite on revient, on tue le pseudo-roi qui n'était en fait qu'un esclave, et on dit voilà, l'ordre s'est refondé en revivant le moment du désordre primitif. Au début, tout était désordre, puis le pouvoir est arrivé. À chaque changement de roi, on recrée un petit peu ce désordre et on réinstaure le roi contre le désordre. Là, c'est pareil. On va réinstaurer Macron contre le désordre, en vainqueur du désordre. Et il se paye le luxe de refonder symboliquement tous les rapports de domination et de leur donner une virginité avec cette notion d'avant-après. Il faut s'en méfier comme de la peste. Et comment c'est possible? C'est possible sur une population vierge de théorie de l'histoire. Voilà. Si on s'inscrivait beaucoup plus clairement dans une ligne historique, partant, on pourrait dire, de l'avant-Seconde Guerre mondiale, l'épisode Vichy, Fondation Léna, enfin vraiment on prenait la production de l'idéologie dominante de Bourdieu et Boltanski, hein, Valéry Giscard d'Estaing, ensuite vraiment Sarkozy, Hollande, Macron, cette espèce de continuité, de transformation du néolibéralisme français en le mitigeant d'ordolibéralisme, etc. Si on était dans une ligne claire de cette évolution historique, on saurait très 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 précisément tout ce qui ne va rien, tout ce qui ne va pas changer du tout, du tout, du tout, du tout, après la crise du coronavirus. Comme on ne sait pas très bien dans quel moment donné de l'histoire on est et où on va, on nous dit il y a un avant, il y a un après, oui, ça fait sens. Mais dans les rapports de classe, dans les rapports de production, Macron n'a pas l'intention de changer la moindre miette. Rien du tout, rien nada. Il va, faites attention à cela, refonder symboliquement la légitimité des dominations qu'il défend. Voilà. Il va refonder l'ordre. L'ordre qui était là avant, il va dire ah, je t'offre une seconde jeunesse. C'est un petit peu ce qui est en jeu dans cette histoire d'avant-après, il faut s'en méfier comme de la peste. Bon, dernier point. Dernier point, ce que j'ai appelé la guerre à la culture. Alors, à mon avis relativement éloquent. Pour commencer, on oppose un dispositif technique, un dispositif, une ingénierie sociale qui doit se substituer à la société le temps de passer l'épreuve, hein, de passer le coronavirus. Et pour ça, il faut abolir toutes les manifestations de la culture. Alors on commence par, voilà, on interdit, on ferme les bibliothèques, on ferme les librairies, on ferme les écoles, on ferme les musées, on ferme les cinémas, on ferme la musique, on ferme les festivals. Donc littéralement, on met la culture sous cloche. On lui dit, tu t'abstiens de faire culture le temps que nous, on gère techniquement l'épidémie. Comme si la culture était l'ennemi de nous, était notre ennemi, pardonnez-moi, en cette période de crise. Comme si la culture était l'allié objectif de l'épidémie. Comme si c'était pas au contraire, d'ailleurs, plutôt une technicisation de la société par la transformation globale de l'humanité en flux d'agents économiques et techniques qui facilitait l'épidémie. Non, non, on dit c'est la culture l'ennemi, c'est la culture, c'est la culture. Donc, on ferme les cinémas, on ferme les églises, on ferme les musées, on ferme les écoles, on ferme les salles de concert, on ferme les festivals. Oh, on abolit la culture le temps où on gère techniquement quelque chose qui a peut-être des costés. On gère techniquement l'épidémie. Bon, mais en fait, ça c'est vraiment la mousse. Ce qui est beaucoup plus important, c'est le confinement des individus dans leur domicile, et par conséquent l'abolition de l'échelle de la fréquentation, celle qui
relie entre elles les familles, celle qui relie entre elles les quartiers, les populations des quartiers. Pensez à un truc tout bête. Littéralement, on cherche à abolir le bouche à oreille. Voilà. La formule est frappante. La gestion du Covid-19, la gestion technique du Covid-19 impose d'abolir le bouche à oreille. N'oubliez jamais que quand on impose comme ça un traitement technique, on fait comme s'il n'était pas politique, il est hautement politique. Et il fait l'objet de choix. Certains pays n'ont pas agi ainsi. On peut parler de la Suède ou de la Corée du Sud encore d'une autre manière, peu importe. Alors, voilà, on essaie d'abolir le familier, de le remplacer complètement par un sociétal technique, par un pur fonctionnement. Bon, on essaye de substituer totalement aux solidarités locales des formes d'interdépendance, là encore mécaniques, techniques, gérées, managérialisées, etc., rationalisées. Donc voilà. Alors évidemment, chacun dans son petit coin essaye de résister, d'avoir des petites solidarités locales, mais le combat auquel on assiste, c'est vraiment la mise sous éteignoir de la culture. Bien, avec contrôle de la parole, contrôle des déplacements, contrôle des fréquentations, contrôle des relations. C'est même très joli, c'est un dernier petit point. Quand vous allez dans des petits bleds, très souvent, quand vous passez, puis pas grand monde est passé dans la journée, vous voyez des rideaux qui se soulèvent et on regarde qui est passé par là, puis ensuite on en parle, et tout ça. Et donc il y a une espèce de contrôle social de la fréquentation. Là, même ça, on veut le rendre purement technique en disant on va créer une application gouvernementale nationale qui s'appellera Stop Covid et qui va suivre nos fréquentations, nos interactions. Enfin, c'est vraiment joli. Ce que je vois, moi, à travers ça, c'est l'attaque de ce qui fait continuité. L'attaque de la continuité. Qu'est-ce qui fait continuité dans la société française? C'est pas les individus, on meurt tous, on est tous, donc on n'est que de passage. Qu'est-ce qui fait continuité? Est-ce que ce sont les mesures technocratiques? Non. Qu'est-ce qui fait continuité? C'est justement ce qui relève du patrimoine. Et c'est à la fois le patrimoine matériel, les très très beaux monuments, les très très belles forêts, les très beaux parcs, mais qui sont tous fermés d'ailleurs en ce moment hein, à Paris. Mais c'est aussi et surtout la culture. Les manières de faire, les manières de sentir, les manières de se fréquenter, les œuvres qui traversent le temps. C'est la culture qui fait continuité. Bien. Eh bien, en menant cette guerre à la culture, on abolit temporairement la continuité, on la suspend, on la fait disparaître fictivement, et ça permet de dire des bêtises pareilles que, par exemple, il y a un avant, un après. Voilà. Bien. Pour le dire très simplement, eh bien, entre l'avant et l'après, puisqu'on ne reconnaît pas les continuités, on balaye tout ce qui fait la continuité profonde, c'est-à-dire la culture, on suspend technocratiquement tout ce qui fait la continuité entre les gens. Bien, chers amis, j'espère que vous avez tenu jusque-là. Vu les commentaires plutôt encourageants par rapport à cet exercice de confinement, je vais continuer tranquillement. Voilà. Et je vous souhaite une excellente semaine, du courage, de la force, de la bonne humeur. Salut et joie, à bientôt.